Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Maximilien, bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour nous. Franck. Peut-être te présenter, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que je vois qu'il y a Pierre qui est venu là dernièrement, Exactement. qui a été invité. Il y a deux membres de l'équipe Monocle là, avec nous. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être rapidement et présenter Monocle en quelques mots avant qu'on commence vite dans le vif du sujet, Ouais, s'il vous bah plaît? Pierre, je te laisse Ok, débuter. enchanté. Donc moi c'est Pierre, analyste du coup chez Monocle sur la gestion de portefeuille depuis la création de Monocle, donc il y a 1 an et demi. Voilà, donc passé universitaire dans l'ingénierie financière à Dauphine, des expériences en fusion-acquisition chez Rothschild et Société Générale, de l'analyse financière à la Banque de France et du coup Monocle maintenant depuis 1 an et demi avec Maximilien qui est ici aussi. Eh ben, merci pour ça. Du coup, de mon côté, j'ai rejoint Monocle en même temps que Pierre. On a fait les mêmes études ensemble à Dauphine en fait. Moi, après, je me suis plus orienté vers la finance de marché. J'ai eu des expériences dans la gestion d'actifs dans deux sociétés qui s'appellent toujours d'ailleurs Tikeo et Lixor. Ensuite, j'ai fait un peu de produits structurés à la Société Générale. Donc tout ça avant de rejoindre Monocle. Donc Monocle, maintenant, c'est peut-être ça qui vous intéresse un peu plus. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire de la société. Donc elle a été créée, alors en réalité, en fait, son histoire remonte à il y a un petit bout de temps. C'était au début des années 2000. Elle a été fondée par mon père, en fait, pour gérer son propre patrimoine à l'époque. Nous, on avait des actifs dans le domaine pharmaceutique il y a une vingtaine d'années qu'on a cédé. Et donc, il s'est retrouvé avec du patrimoine à gérer. Il travaillait à l'époque, lui, sur les marchés financiers, mais plus en fait dans des banques sur tout ce qui était options de change. Et en fait, il a été déçu par les solutions qu'on lui a offertes pour gérer son propre patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de lancer une société de gestion qui, de fil en aiguille, est devenue Monocle Asset Management. Donc, à l'origine, pour gérer ses propres encours. Et au fur et à mesure, on a été rejoint par des clients privés et on est aujourd'hui en train d'essayer de développer notre base d'encours. Vers une clientèle un peu plus large parce qu'on pense qu'on fonds qui répond aux besoins de clients privés. Voilà pour les Peut-être grandes ce qui est lignes. intéressant de rappeler, Maximilien, c'est que l'entièreté, ou quasiment l'entièreté de votre patrimoine familial est investie dans le fonds. Donc ça, c'est quand même un Exactement. caractère différenciant par rapport à peut-être la concurrence. Ou, peut-être développer un petit peu sur ce point, ce que ça donne par rapport à d'autres fonds, Bien comment vous sûr, gérez. non, c'est vrai que c'est un point qui est assez important chez nous et qui nous différencie beaucoup des autres maisons de gestion. C'est que, comme l'a dit Franck très justement, en fait, l'histoire même de la boîte vient du fait donc on l'a lancée pour gérer notre argent. Et toujours aujourd'hui, la quasi-intégralité de notre patrimoine familial est investi dans le fonds, ce qui fait que le principe d'alignement d'intérêt avec les clients est très fort chez nous. Quand la performance est bonne, on est les premiers à en être contents, et quand elle est mauvaise, on est les premiers à en être déçus. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est assez important à avoir en tête. Et après, je pense que ça joue aussi beaucoup sur la manière qu'on a de gérer le fonds. C'est-à-dire qu'on pourra revenir, bien évidemment, un peu plus dans le détail par la suite. Mais nous, on a, je dirais, une manière de gérer nos risques et donc de voir, de construire notre positionnement, en fait, vis-à-vis de notre vision des risques, qui a ce principe fondateur de manière assez présente. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas enclin à faire les mêmes choses quand vous gérez votre argent. Ça Ouais. modifie un peu. D'ailleurs, ça permet de revenir sur le fait que Monocle, votre fonds, c'est un fonds patrimonial, ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est lié justement à cette particularité que vous êtes tout le patrimoine personnel est investi dans ce fonds. C'est quoi la caractéristique pour être un petit peu pédagogique, pas forcément que de Monocle, mais d'un fonds patrimonial? Quelles sont les caractéristiques essentielles et qu'est-ce qui va être différent par rapport à un fonds, je sais pas moi, de 100% actions, type, je sais pas moi, benchmarké ou indexé sur le CAC 40 ou ETF. juste Bien préciser sûr. ce point. Ouais. C'est une très bonne question. J'ai vu d'ailleurs qu'elle avait été posée sur Oui, le forum. on va revenir sur les questions juste après, comme ça, on aura un fil conducteur. Ouais. Exactement. Donc, j'ai vu qu'elle avait été posée. Un fonds patrimonial, de manière très simple,
c'est un fonds qui a pour vocation à ce que le client puisse mettre une partie conséquente de son patrimoine personnel et je dirais à ne plus s'en préoccuper, à dormir tranquille. Donc l'objectif, alors vous me direz, c'est assez large, mais c'est donc voilà, de procurer un rendement qui soit satisfaisant sur le long terme, sans prendre des risques qui mettent en danger le patrimoine du porteur. Et donc, pour compléter un peu ça, c'est vrai que c'est l'aspect, je pense que Max t'y vient un peu, mais c'est l'aspect flexible du fonds qui va répondre un peu à cet enjeu. C'est que vu qu'on peut être exposé sur différentes classes d'actifs, le but du gérant va être de s'exposer justement un petit peu à toutes. Donc déjà, il y a un petit peu de diversification qui en découle, mais aussi potentiellement de pouvoir s'éloigner des classes d'actifs un petit peu risquées et chères quand les conditions macro sont un petit peu défavorables. Je pense exactement. Exactement, non, c'est tout à fait ça, Pierre. Je vois qu'on a une question dans le chat donc de Alexis qui me dit justement que notre performance annualisée sur le long terme est à peu près 4% par an. Est-ce que cela correspond à notre objectif de performance? Alors, c'est dans les grandes lignes, oui, parce qu'un fonds patrimonial flexible, je dirais qu'il n'a pas pour vocation à faire du 20% par an ou à faire la performance du marché action, ce n'est pas son objectif. Et donc, c'est pour ça que ces 4% de performance par an, ils sont en ligne avec notre mandat. Néanmoins, et donc là, bien évidemment, je pense qu'on pourra revenir dessus quand on rentrera dans les visions macro, quand Pierre pourra vous parler un peu des lignes qui constituent le portefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que ces 4% de performance qu'on a affichées donc, effectivement sur une période de 10 années, elles ont été construites dans un contexte, je dirais, global de marché qui a été, au final, même si le track est plutôt bon, assez peu porteur pour nous. Parce que c'est vrai que nous, ça fait maintenant depuis pas mal de temps qu'on estime que les valos sont chers, que les marchés sont tendus et que c'est difficile pour nous, en fait, de, je dirais, naviguer avec toutes nos voiles dehors, vraiment avec des niveaux d'exposition conséquents. Donc, on est assez satisfait de ce résultat, mais on pense qu'on devrait être capable de faire mieux dans le futur. Voilà, donc je réponds un peu de manière globale à la question. Mais, c'est un petit peu ce qu'on a aussi chez les de base, vu que là, sur les 4 dernières années, on fait 6% à peu près sur le portefeuille modèle de base. Donc, c'est largement en deçà de ce qu'on espère. Mais bon, les aubaines sont là, mais le marché achète surtout la croissance, etc. Donc, on espère tous, on est un peu déçus, on espère que ça va changer un peu de paradigme. Est-ce qu'on peut peut-être passer aux questions qu'on avait sur le forum pour privilégier les abonnés? Tout à fait. Alors, il y avait une première question de Phallus qui était curieux de comprendre votre investissement sur Activision. Je comprends leur argument de copinage Gates Buffett et le fait que la boîte est décotée versus l'offre à 95$. Mais quid en cas de blocage de l'offre par la FTC? J'ai pas mal réfléchi, regarde le dossier, ne voit pas la valeur fondamentale d'Activision. En gros, c'est vrai que je pense que je vais résumer un peu son point de vue, c'est que généralement les arbitragistes ou ceux qui jouent les fusions, les opérations d'acquisition, ils sont plutôt short parce qu'ils pensent que le potentiel est limité. C'est le niveau de l'offre avec un risque d'échec élevé qui va permettre de générer de la performance en cas de chute. Donc c'est peut-être sur ça que veut venir Phallus. Comment vous jouez ce risk-reward normalement qui est plutôt défavorable à celui qui joue cette OPA si elle n'a pas lieu, et si l'OPA n'a pas lieu, vous pensez que ça vaut combien? Alors, dans les grandes lignes. Ouais. Bah, pour pas faire trop long. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que nous, on a regardé un petit peu le côté juridique de l'opération pour avoir une thèse sur le M&A, parce que je suis d'accord avec vous que le profil de risque, c'est certes presque 30. Alors nous, à notre prix d'entrée, 30% d'upside jusqu'à 95, mais c'est aussi potentiellement 30% de baisse en cas de refus du deal par la FTC. Donc, on allait regarder un petit peu les enjeux juridiques. On sait qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a plutôt une tendance un petit peu anti-monopolistique qui pousse. Cependant, sur le segment des jeux vidéo, on a estimé, après plusieurs recherches, que le risque pris en termes de refus de la FTC était supportable, était même plutôt intéressant. On a vu évidemment même d'ailleurs la Commission européenne qui a sorti une communication même aujourd'hui même, qui montre que les autorités aujourd'hui quand même posent beaucoup plus de questions en matière d'acquisition que 10 années auparavant. C'est presque naturel maintenant dans le processus. On ne peut pas dire à Microsoft OK, feu vert pour vous sur Activision, on ne regarde pas pourquoi. Donc chaque pays fait un petit peu sa propre enquête. Nous, on estime que la finalité des choses, c'est que le jeu vidéo chez Microsoft, de toute façon, n'en fera pas un acteur monopolistique. Microsoft a aussi sorti des propositions très intéressantes vis-à-vis
de la concurrence, notamment de Sony sur PlayStation et du cas Call of Duty, qui est un jeu, une de leurs licences clés. Donc, on estime que le risk-reward, en tout cas la probabilité de réussite du deal, est bien plus élevée que 50%, ce qui explique pourquoi on est exposé aujourd'hui. Buffett... Okay, et donc, ouais, pardon. Ouais, excusez-moi de vous couper. Et donc, même si je pars dans le pire des scénarios, si le deal ne se fait pas, vous considérez que c'est quand même, c'est juste une cerise sur le gâteau ou Non, si le deal ne se fait pas, c'est clair que à la valorisation actuelle, nous, on est dans Activision pour le deal. pour le deal? Si le deal ne se fait pas, il est évident que la valeur de Activision aujourd'hui, notamment avec les derniers résultats sortis depuis plusieurs trimestres, c'est-à-dire post-annonce de Microsoft, on a eu quand même une dégradation du marché du jeu vidéo assez importante. On l'a vu chez Ubisoft, on l'a vu chez Activision. Il est sûr que si le deal ne se fait pas, ce qui est encore possible évidemment, on ne serait pas serein avec une valeur à 77. Mais ce n'est pas le but. Okay. C'est vraiment pas le but. Et pour rappel, c'est une position qui, c'est combien actuellement dans votre portefeuille, juste pour donner un petit peu un... Alors, on va vous la donner à ce matin. Un ordre d'idée, juste pour une fourchette, est-ce que c'est 1%, c'est un peu 5%? 4%, d'accord. Ouais. Oui, parce que vous avez une particularité, peut-être que je saute des étapes sur les questions, c'est que vous avez quand même un portefeuille qui est dans votre partie action, qui est, je rappelle, c'est 50% max action et 50% sur du taux. Absolument. Et là, sur votre partie portefeuille action, c'est quand même un portefeuille assez concentré. C'est une des particularités de votre fonds. Absolument. Tout à fait. Je sais pas, les 5 premières lignes, par exemple, pèsent un peu plus de 20%, ou c'est plus, non? Non, dans les grandes lignes, on doit être à ces alentours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de toute façon, peut-être pour faire un petit point rapide sur l'allocation du portefeuille, de toute manière, c'est vrai que la poche action aujourd'hui, donc dans sa totalité, représente 25% du portefeuille, auquel on doit coupler 15% de position sur des obligations d'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on considère, je dirais, les deux moteurs de performance du fonds. Et donc, on a dans 55-60% du portefeuille qui aujourd'hui sont toujours positionnés donc, sur du monétaire, alors donc qui se divise en deux parties, soit du vrai cash, soit donc des obligations très court terme, étatiques, françaises, allemandes, néerlandaises, donc voilà, vraiment de l'équivalent monétaire. J'ai cru voir qu'on avait une question d'ailleurs sur le sujet, donc sur le forum, avec quelqu'un. Oui, peut-être aussi rebondir sur le fait 60% non cash, donc c'est-à-dire aussi coût d'opportunité. Qu'est-ce qui vous ferait, quels sont les indicateurs qui vont vous dire demain on réalloue ce cash sur un marché action, même parce que même vous n'êtes pas sur de l'obligation d'entreprise. Donc qu'est-ce qui demain va vous dire ok, je réinvestis un peu plus en action? Complètement. Peut-être je te laisse après la partie sur la partie micro et juste pour faire un point donc, sur justement l'intérêt de 60% de cash. Comme ça, je fais un peu mon petit pitch commercial en même temps. Donc, notre stratégie, en fait, on lui avait donné un nom. C'est la stratégie de la réserve. Pourquoi réserve, en fait, c'est un terme qu'on emprunte à l'art militaire. Les réserves, donc, c'est les forces, les ressources que l'on envoie, je dirais, en deuxième partie de bataille. Et donc, chez nous, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 50% de cash donc, qui peuvent être vus effectivement comme un coup d'opportunité. J'ai aussi vu qu'il y a des gens parfois posent la question, c'est vrai qu'ils payent des frais de gestion pour avoir ces positions en cash. Donc, on peut se demander la pertinence que ça a. La pertinence que ça a, c'est donc que ce cash, il permet à la fois de protéger le portefeuille et de protéger la performance quand les choses se complexifient. Ça a été très intéressant comme position, par exemple, en 2022. Et également, donc, c'est vraiment de la poudre sèche qu'on a à disposition pour réallouer lorsque les opportunités émergent. Les opportunités, donc là, je laisserai plus la main à Pierre après donc pour justement voir comment est-ce que nous, on les considère. Mais donc, c'est très important et ça, on l'a emprunté notamment à un gérant, peut-être le nom vous parlera, qui s'appelle Seth Klarman, qui gère le fonds Beaupost. Donc, c'est un fonds américain, c'est un hedge fund. Et donc, c'est vrai que lui a toujours eu pour politique d'avoir des poches de cash assez importantes dans ses portefeuilles, justement, avant de pouvoir les piocher dedans pour les réallouer quelque part quand les opportunités… Et donc, quand est-ce que vous piocherez dedans? Alors, qu'est-ce qui fera que, parce que là, on a bien compris le côté réserve de valeur, protection, etc. Mais à un moment, il va permettre, pour créer la différence, pour surperformer, il va falloir à un moment les déployer. Quels seront les indicateurs ou les choses qui feront que cette réserve sera allouée pour générer
des retours? Alors, c'est vrai que là-dessus, on a un peu une double approche. On a toujours une très grande surveillance sur le niveau macro. On peut vous lister, bon, il y a évidemment beaucoup d'indicateurs qu'on suit, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur le pay chiller notamment. Bon, voilà, nous, la thèse actuelle, c'est que les marchés sont encore chers. C'est-à-dire qu'avec les indicateurs qu'on a en termes de liquidité, en termes de multiples, en termes de taux d'inflation et de projection sur les taux des banques centrales, on estime que la situation actuelle est encore chère. C'est pour ça qu'on ne déploie pas encore tout le capital. Il faut quand même noter qu'il y a un mois de ça, on était plutôt sur une exposition nette action de 10%. Donc notre thèse a déjà pas mal changé avec le repli des marchés actions. Le rebond de janvier nous semble un petit peu exagéré, un petit peu injustifié, mais bon, ça ne change pas la thèse globale. On a vocation à déployer ce capital ensuite au niveau micro, c'est-à-dire dès qu'on trouve des opportunités une par une. Il peut s'avérer que les marchés soient très chers, mais qu'on trouve énormément d'opportunités. C'est déjà arrivé par le passé. Aujourd'hui, on a identifié quelques opportunités supplémentaires qui sont actuellement pas en portefeuille, mais sur lesquelles on est presque prêt à déployer. On a des petits ajustements de prix. Je parle notamment d'Apple. Apple, on avait regardé ça depuis le mois de décembre, janvier. On a senti un petit peu les complications du mois de décembre au niveau de la production, au niveau de la situation avec le Covid en Chine. Cependant, les niveaux de valo commencent à être intéressants. C'est une des sociétés les plus solides qu'on ait. On a aussi des petites vues sur des thèses à long terme, notamment sur la partie développement des services. Les services, c'est quand même le segment opérationnel de Apple qui dégage le plus de marge et potentiellement un switch vers un modèle pay to use. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un iPhone, vous allez payer un abonnement mensuel pour avoir votre iPhone. Un peu ce qu'a fait Adobe en 2012, en passant du modèle j'achète ma licence Adobe à un modèle je loue. On sait que ça, c'est très, très bénéfique sur le plan financier pour les entreprises. Ce switch-là peut être une très, très grosse opportunité selon nous sur Apple. Donc, pour résumer, deux esprits. Un esprit macro, on estime encore que nos indicateurs suivis nous disent que le marché est trop cher. Et un esprit micro, on commence à voir quelques petites opportunités arriver. Donc, on a vocation à développer, à utiliser ce capital assez rapidement en fonction de l'évolution des marchés. Ok, merci pour ça. Est-ce qu'on... Oui. Ouais, juste pour compléter, parce que donc, je voyais, et d'ailleurs, je croyais avoir lu tout à l'heure la question. Il y avait par exemple un point où on nous demandait si on suivait le PO chiller, typiquement comme indicateur justement du moment auquel il serait opportun de redéployer ce capital. J'imagine que ça a été, enfin en tout cas, je sais que vous avez fait un petit point avec eux, donc peut-être que c'est de là que vient la question. C'est un indicateur qu'utilise beaucoup une société de gestion qui s'appelle Amiral Gestion, notamment dans un de leurs fonds qui est Sextant Grand Large. Ils pilotent leur exposition action en fonction du PO chiller. C'est vrai que tout ça, c'est malgré tout assez lointain de ce que nous on fait. Comme l'a dit très justement Pierre, nous, c'est vraiment plutôt la micro qui vient construire le portefeuille. C'est la sélection d'opportunités distinctes qui ont toutes des spécificités qui fait qu'on s'y intéresse. Et je dirais que la vision macro, donc la partie vraiment plus dans le jargon top-down, elle vient en seconde surcouche de pilotage des risques, mais c'est vraiment le bottom-up et la vision de chaque dossier qui vient construire notre poche. Pour préciser aux auditeurs, c'est que vous faites de la sélection de titres, mais sur des actions vraiment des big caps. Donc c'est peut-être ça aussi pour votre sélection de valeur. Vous êtes aujourd'hui beaucoup de cash parce que vous cherchez des big caps qui sont pas trop chers. Et c'est vrai que c'était plutôt compliqué dernièrement, alors que sur les moyennes ou plus petites entreprises, c'était plus simple. Juste pour ajouter ce point de détail, si c'était pas clair pour les auditeurs. Je vais continuer sur les questions, parce qu'il y en a encore il y en a quand même pas mal. Toujours Phallus, c'est une jeune société de gestion, donc Monocle Asset Management. Quels sont, selon eux, les encours à cette sous-gestion minimum pour créer une société de gestion? Quelles ont été les difficultés administratives de temps, etc., pour avoir les agréments? Bon, c'est juste, à mon avis, c'est la curiosité, si vous pouvez donner quelques éléments. Parce que comme vous êtes parti d'un patrimoine personnel que vous avez transformé après en gestion pour tiers, je pense que ça peut avoir de l'intérêt. Justement, je dirais que c'est dur pour nous de répondre à cette question parce que j'ai en tout cas à titre personnel pas du tout la vision de ce que ce serait que vraiment partir from scratch. Nous, alors sans ramener de pessimisme, hein, mais nous ce qu'on peut dire c'est que déjà c'est vrai qu'en partant avec une base relativement conséquente d'encours, c'est déjà pas facile de structurer une société et de la faire croître. Donc je dirais que dans les grandes lignes, la probabilité de réussir à monter une société de gestion qui fonctionne, c'est très dur si vous n'avez pas une base d'encours un tant soit peu conséquente. Alors vraiment très très compliqué de mettre un plancher, mais j'imagine que peut-être en dessous de 10-20 millions d'euros, c'est très compliqué pour la simple bonne raison qu'après, il faut quand même une société qui réussisse à dégager du chiffre pour petit à petit payer les employés, payer les différents coûts qui vont avec l'activité.
Donc voilà, je pense qu'il faut quand même une base assez conséquente d'encours pour envisager un projet de ce type. Ok, ok, parfait. On passe aux questions suivantes. Considérez-vous réellement le dossier comme value en parlant de méta, avec un price to book dont les intangibles sont massifs à près de 2,7 fois? Euh, Elle est comparativement la moins chère des GAFAM, certes, mais plus un play croissance à prix raisonnable que value sur le mois. Donc, on en a un petit Absolument. peu parlé en dehors de l'échange. Je sais que votre position a évolué sur Meta, mais c'était quand même intéressant. Oui, oui. Non, bah, c'est Ah, vrai et que vous en avez parlé dans une récente, dans Billet, ouais. un récent canap que vous appelez ça. Oui, canal. Si vous pouviez juste résumer un petit peu peut-être ce point sur Meta que vous considérez que vous considériez comme une opportunité plutôt. ouais. Non, mais c'est vrai que tout dépend de la définition de value, hein. Nous, on dit qu'on est value. Pour autant, je rejoins tout à fait la question de l'auditeur. C'est-à-dire que Meta, on est sur un profil pas du tout blue chip, pas du tout. Voilà, le price to book parle de lui-même aussi également. Bon, nous, ce qu'on estime être value, en fait, c'est. Je ne sais pas si Max ou si vous aviez déjà un petit peu vu le contenu de stratégie, mais on a un petit peu une réflexion de se dire on investit dans des dossiers qui collent à notre règle du 80-100 au minimum. La règle du 80-100, c'est quoi? C'est on va acheter quelque chose 80 qui, selon nous, vaut 100. Ça peut s'appliquer à des dossiers blue chip comme je sais pas, comme disons Google, ou alors ça peut s'appliquer sur des dossiers de toute petite cap également, avec une grosse vision croissance. Nous, c'est vrai qu'on est dans des dossiers aussi un peu de biotech qui sont chers en termes de valorisation, mais dans lesquels on estime qu'il y a un gros potentiel de value. Donc la définition de value est assez large et on pourra s'étaler un petit peu là-dessus. Mais pour revenir sur Meta, Meta était assez peu cher comparé aux autres Excusez-moi de GAFAM. vous couper, est-ce que Meta, c'était pas le fait de jouer le côté consensus, tout le monde a vendu l'action parce que c'est métaverse, etc. Et elle était peut-être un petit peu survendue, peut-être que excusez-moi de vous couper, mais est-ce Exactement. que c'est ça qui était le C'est un peu l'idée. catalyseur de passer à l'achat? C'est un peu l'idée. On a vu la dégradation du cours de bourse suivre d'abord le ralentissement de la croissance sur le cœur business, mais aussi sur le déploiement pardon, de CAPEX par Zuckerberg dans son projet Metaverse. On sait que ça n'a pas du tout plu au marché, sûrement parce que le projet de Metaverse est un petit peu trop long terme en termes de retombées économiques pour le marché, qui évolue peut-être un peu plus à court terme que nous. Donc nous, on est rentré là-dessus. On a aussi potentiellement mis assez de valeur sur ce projet de métaverse. On a continué à avoir confiance en le core business. Bon, c'était ça notre thèse. Ok. Voilà. Ok, donc là on voit le graphe. Vous êtes rentré à peu près sur quel niveau de valorisation? Alors nous, on avait un prix moyen à peu près à 160. En fait, on était un petit peu dans l'action avant les décrochages massifs qui ont poussé l'action jusqu'à 90, mais on a réussi un petit peu à moyenner parce qu'on a pas mal réacheté assez bas. On avait un prix moyen à 160 et quelques, si j'ai pas de bêtises. Donc un petit Ok. peu au-dessus du cours actuel post-résultat. Voilà. Bon, après, Ok. pour d'ailleurs, ça fait suite aussi à une question qu'on a vue. On nous a parlé de si on avait bénéficié un peu de la hausse justement du titre et si on avait un petit peu réduit notre position. Sujet un petit peu sensible de notre côté. Nous, on a liquidé la position avant les résultats. La thèse, c'était quoi? Ok. La thèse, c'était, on a compris la thèse de Zuckerberg. Beaucoup d'investissements dans la métaverse. Notre scénario central, c'est que Zuckerberg ne va pas faire demi-tour sur les résultats qui viennent de sortir. Donc, que la perception du marché sur le titre sera toujours un petit peu impactée. On a dit le cours est pas mal remonté depuis les plus bas de 90. Voilà, on enlève notre risque, Ok. on liquide la position, Ok. et du coup, on a raté un peu le train. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu inattendu de voir Zuckerberg réduire les CAPEX comme ça de 5 milliards pour 2023. Voilà. On est en train de réenvisager un Après, petit peu les niveaux de sur le court valorisation. terme, sur le court terme, le marché a acheté peut-être plusieurs choses, je sais pas, la Fed ou les programmes de rachat d'actions, bon, bref, des Exactement. choses un peu prévisibles. Complètement Des fois, d'accord, c'est ouais. difficile. Pas la peine je pense, de justifier à chaud, enfin, tout ce qui s'est passé sur les derniers jours. Enfin, c'est très compliqué. Mais là, on a bien compris le fond de la thèse. Je vais revenir sur les questions. Des fois, ça fait un peu ping-pong sur une valeur précise et sur des choses beaucoup plus globales. Ça, je fais vraiment un listing. C'était mes questions. Quid de la concentration du portefeuille sur des big caps? Quel est l'avantage comparatif de Monocle sur ce marché? Fonctionnez-vous par conviction avec un risque de biais d'ancrage et de subjectivité? Alors sur cette partie-là, avant de revenir sur la partie valeur ajoutée que ça peut avoir, moi j'aimerais bien faire mettre un peu l'accent sur le risque. Je m'explique. Nous aussi, notre vision sur les large caps, elle est assez portée aussi par une conviction chez nous.
qui est que j'élargis un peu. Il y a 3 éléments principaux qu'on veut mettre en dehors du portefeuille chez Monocle. Ils peuvent avoir plein de sens dans des stratégies et on n'a rien contre, mais c'est également des choses qui peuvent être à la source de gros accidents en fait lorsque les choses se complexifient. Donc premièrement, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, ça peut être très bien, mais voilà, quand les choses se tendent, c'est comme ça qu'arrivent les gros gadins. Donc nous, on n'en veut pas. Je peux dire le nom aujourd'hui, c'est assez communément connu. Tout le monde connaît les déboires de H2O. Le risque également, donc qui est porté par les dérivés complexes. C'est vrai que les dérivés complexes, moi j'étais en produits structurés avant la Société Générale, donc j'ai rien contre. Mais dans un portefeuille patrimonial, ça n'a pas forcément de sens parce que voilà, c'est des choses qui traitent en OTC. Enfin, c'est justement ça peut être également à la source de gros accidents. Et le troisième point, et donc c'est celui-là qui peut-être fait le plus de sens pour cette question sur les large caps, c'est un problème dont personne ne parle jamais, mais qui devient vraiment prépondérant lorsque les choses se tendent, c'est celui de la liquidité. La liquidité, c'est très important pour un fonds qui, comme le nôtre, doit pouvoir être traité de manière quotidienne par les porteurs. Nous, on voit qu'il y a énormément de fonds concurrents auxquels on nous oppose qui sont positionnés sur des lignes qui prendraient plusieurs jours à déboucler si dans des marchés qui se mettraient à fonctionner de manière un peu plus tendue. Et donc, nous, c'est vrai que je dirais que cette prépondérance des large caps dans le fond vient du fait qu'on veut pouvoir, dans les grandes lignes, rentrer et sortir sur des positions quasiment de manière la plus lisse possible, sans avoir de problématiques à traiter. Donc, Est-ce que c'est pas un petit peu antinomique d'avoir des grosses positions dans ces cas-là? Parce que si, ok, chercher des big caps, des grosses sociétés pour pouvoir sortir peut-être dans la journée, mais d'un autre côté, avoir des concentrations importantes, c'est un petit peu antinomique avec cette volonté de liquidité. C'est une très bonne question, Franck. Et donc, je dirais que, alors moi, plutôt que de dire que c'est antinomique, je dirais que c'est plutôt complémentaire. C'est justement le premier point, la raison pour laquelle on est concentré, c'est qu'on a une équipe de gestion qui, vous le voyez, est restreinte. On n'est pas une société avec de grandes ressources. Donc, on estime qu'on ne peut pas avoir un nombre infini de bonnes idées, ce qui fait qu'on se concentre sur les quelques-unes que l'on a. Et il n'y en a pas une panoplie. Et donc, couplé avec justement cette notion de liquidité, le fait que ce soit des large caps nous permet justement d'avoir des positions importantes sans pour autant qu'il y ait de problématiques au niveau du passage d'ordre. Donc, je dirais que c'est plutôt justement une vision complémentaire. Ça n'explique pas tous les tenants aboutissants, mais c'est l'un des éléments, chez nous. C'est une réalité dans la gestion. Et donc, sur le risque de biais d'ancrage, de subjectivité, d'avoir des positions un peu comme ça, concentrées. Là, c'est vrai qu'on a un atout, c'est qu'on est extrêmement flexible et dynamique. Vous l'avez vu du coup sur Meta qui aujourd'hui nous fait un petit peu un manque à gagner. On a perdu les 20%. Mais c'est vrai que même avec des grosses positions et justement, comme disait Max, avec cette capacité à sortir et rentrer assez vite, on arrive à éviter un biais d'ancrage. On peut sortir une ligne très rapidement juste sur justement une petite peur sur des résultats, rentrer juste après. Des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Mais en tout cas, avec cette vision-là, on arrive assez facilement à limiter les risques. Ok, d'accord. Je pense que là-dessus, et peut-être juste pour le coupler, parce que donc je crois me souvenir que dans la question, il y avait cette notion de quid de la valeur ajoutée vis-à-vis justement des small et des mid cap qui sont vus peut-être effectivement comme une classe d'actifs sur laquelle un gérant actif peut avoir plus de valeur ajoutée. Nous, on pense que typiquement, alors même si voilà, on aime bien se faire mal, je vais en reparler, mais Meta, la manière dont jusqu'à hier du moins Meta a été traité vis-à-vis des autres GAFA, donc à savoir par exemple les Amazon, Alphabet, voilà. Il y avait énormément de divergences dans la manière dont le marché traitait ses stocks. Donc, nous, on pense qu'il y a énormément de PNL, de gains à faire, même en traitant des large caps, parce que le marché, même si c'est vrai qu'il est très one-way quand on regarde vraiment en surcouche sur les indices, en réalité, au sein de ces indices et même parmi les large caps, il y a ils ne fonctionnent pas de la même manière et ils traitent les stocks de manière très différente. En gros, vous pensez qu'il y a vraiment des inefficiences de marché, même sur les big caps. C'est pas parce qu'il y a 200 analystes financiers qui suivent une valeur que la valeur et le prix sont forcément connectés. Pour résumer un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais continuer. Comme je disais, ça part des fois sur du global et après ça va sur du très concentré. Avez-vous un avis sur les promoteurs immobiliers? Est-ce que c'est bradé ou pas? Est-ce que cette classe d'actifs vous intéresse? Ou pas du tout. Alors, nous surtout un peu là, dans le contexte actuel de taux, c'est pour ça. Est-ce que c'est plutôt opportunité ou si c'est plutôt un risque ou est-ce qu'il y a des choses à faire?
C'est vrai qu'en analyse première, moi je vous rejoins un petit peu sur le point que les taux sont en train de peut-être ouvrir des opportunités. On sait par ailleurs que l'effet taux sur et versus l'effet sur le prix de l'immobilier, sur tout le marché immobilier, a généralement pas mal de lag aussi. Donc je ne serais peut-être pas encore pressé à m'exposer là-dessus. Pour autant, gros disclaimer de ma part, c'est un secteur qu'on suit très très peu et sur lequel on a assez peu de connaissances. Donc, Exactement, et moi je vais peut-être juste le coupler avec un dernier point, et effectivement, sans essayer d'avoir un point de vue d'expert, parce que c'est pas notre cas. Mais l'immobilier est aussi, alors nous, en réalité, une classe d'actifs à laquelle on peut être opposé. Il y a pas mal de conseillers en gestion de patrimoine, donc, qui sont nos clients, qui allouent une partie du patrimoine de leurs clients, donc dans des SCPI, toutes les quantités. Et donc, en tout cas, ce qu'on a vu peut-être en deux signaux qui montrent que le marché immobilier est un peu en train de se tendre. Il y a deux gros fonds américains, à savoir Blackstone et KKR. Les deux ont bloqué en fait les montants maximum de rachat là dans les derniers mois sur deux de leurs gros fonds immobiliers. Donc nous, je dirais que sans avoir de vision plus précise que ça nous incite juste à un peu de prudence en tout cas sur la vision de la question. Oui, ça, c'est des éléments qui sont un peu connus de tous du marché. La question était plutôt, est-ce que la baisse sur les promoteurs immobiliers price peut-être trop de mauvaises nouvelles et peut-être qu'il y a une opportunité à saisir. Mais bon, si c'est pas si vous n'avez pas une expertise sur le secteur ou d'avis particulier, on peut passer à une autre question. Oui, on n'est pas assez calé là-dessus. Désolé. Ok. Et ça suit justement une question, la question suivante. Avez-vous une expertise sectorielle et ou géographique? Alors, géographique, nous, c'est sûr qu'on concentre 99% de nos efforts sur les États-Unis et l'Europe pour des questions culturelles, de normes comptables. On a des connaissances sur des normes comptables et des systèmes juridiques concrètes et complètes sur ces deux géographies. Sur le reste, voilà, notre fonds est patrimonial. On va éviter d'aller faire de l'exotique. Donc, sur le géographique, c'est ça. Sur le sectoriel, on est assez ouvert et assez large. Il y a des secteurs dans lesquels, par contre, on est assez... Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur l'immobilier. On a exactement les mêmes réflexions sur le bancaire, sur certains autres secteurs qui nous semblent être particulièrement techniques et sur lesquels on préfère se dire comprend pas ou alors comprend peu, donc touche pas. Voilà. Comme par exemple, qu'est-ce que vous excluez alors? Peut-être on exclut beaucoup les banques. C'est vrai qu'on a eu très peu d'exposition dans les banques. Tout ce qui est financier alors. Ouais, exactement. Avec potentiellement du hors-bilan ou des choses difficiles à valoriser, ou boîte noire, etc. On l'a vu en 2008-2009. Ok. Exactement. Peut-être juste du coup pour rouvrir en parallèle, ça me permet aussi de donner. Moi, je pense que le mot qui donc indépendamment donc de ces deux bases géographiques qui sont effectivement l'Europe et les US, et donc de ces quelques restrictions sur des secteurs, je pense que le mot qui me caractérise le mieux, c'est opportuniste, dans le sens où on peut regarder à peu près tout sur le marché, indépendamment de ces quelques exemples. Mais voilà, on n'a pas de secteur ou de classe d'actifs de prédilection. On a un mandat de gestion assez large et on l'exploite. Ok. Je propose de continuer sur les questions. Est-ce que vous cherchez des actifs antifragiles, une exposition type signe noir positif, comme préconisé par Nassim Taleb, donc c'est-à-dire on en a parlé un petit peu quand on a préparé cet entretien avec Maximilien. Vous, ce que vous recherchez, c'est plutôt des catalystes que vous auriez identifiés, mais que le marché n'aurait pas identifiés. Et on avait échangé sur un exemple, c'est peut-être parler du cas de Volkswagen. Vous considérez qu'il y a plein de catalystes potentiels que le marché ne valorise pas complètement aujourd'hui? Absolument. C'est vrai que sur le cas Volkswagen, c'est vrai que c'est assez parlant. Nous, on est parti avec une vue assez financière sur le cas. On observe un petit peu l'IPO de Porsche et puis le passage, l'arrivée du moins du nouveau CEO, ex-CEO de Porsche. On a fait une valorisation assez poussée sur justement chaque marque du groupe dans le cas où chacune des marques serait introduite en bourse, de la même façon que Porsche l'a été. On y trouve beaucoup de valeur. On estime que la décote actuelle sur le cours est assez majeure. Et en plus de ça, on a des petits arguments supplémentaires qui viennent soutenir notre thèse en termes de risque. Volkswagen, en 2022, c'est à peu près c'est moins de 9 millions de voitures vendues. Pour rappel, en 2018, 19, 17, c'était presque 12. Donc on sait qu'on est même sur un marché de l'automobile qui a été extrêmement compliqué dû à la supply chain au Covid. Et donc, il y a beaucoup d'upside, en fait, et assez peu de risques au niveau actuel. Pour rentrer sur le détail, on avait parlé. Pour rentrer sur le détail, on avait parlé avec Maximilien. Vous, l'exemple type de Volkswagen, c'est vous pensez que la direction, si j'ai bien compris,
a mis en avant le fait qu'elle allait faire des spin-offs de plusieurs marques, parce qu'elle est propriétaire de Scania et de je sais plus de combien de marques, si vous pouvez peut-être les évoquer. Et Lamborghini, donc ça, ça va, Bentley, ça va, Audi. ça va donner de la valeur, ça va révéler la valeur au marché, et donc le titre Volkswagen devra en profiter. C'est ça votre Exactement. thèse, non? Exactement. Et Donc en je fait, sais plus le en portefeuille plus, de marque. oui, c'est ça. Vous avez Scania, vous avez Skoda, vous avez encore Audi. Audi, c'est l'acteur, enfin la valeur, pardon, la plus grosse selon moi au bilan de Volkswagen. Vous avez Lamborghini. Donc, vous avez des marques aussi un peu plus petites, hein, comme Lamborghini, qui sont, bon, c'est des volumes beaucoup plus restreints, mais qui peuvent apporter pas mal de valeur parce que les multiples associés seront des multiples du luxe. Donc ça fait aussi pas mal de valeur. Voilà, le PDG a été assez vocal à ce niveau-là. Enfin, toute l'équipe de direction d'ailleurs. Ils ont été assez clairs sur le fait qu'ils préparaient les équipes managériales de chacune des marques à des exercices d'IPO. Donc là, le prochain Capital Market Day qui aura lieu normalement là au premier semestre 2023 devrait potentiellement donner un petit peu plus de couleur là-dessus. Et voilà, et Volkswagen, la prochaine branche qui devrait être IPOT, selon la direction, ce serait l'unité de batterie PowerCo. Et donc nous, on espère Ok, que d'accord, cette pour surfer un tendance-là. peu sur la. Sur l'IVI. Et là, typiquement sur Volkswagen, par exemple, une fois qu'il y aura eu cet effet d'annonce, peut-être que vous considérez que le marché ne le valorise pas. Est-ce que vous profiterez de cet effet d'annonce ou vraiment vous avez donné un objectif de 20%, votre technique 80-100, ou vous allez, en fonction de la valorisation, vous allez attendre que le portefeuille de marque soit plus ou moins mis sur le marché? Alors nous, pour être franc, la valorisation aujourd'hui donnée, la valorisation cible donnée à Volkswagen, c'est 100 milliards. Donc on est potentiellement sur du plus 40% à peu près pour faire des chiffres ronds. On Ok, n'ira pas forcément au bout de la thèse. C'est vrai que si jamais le marché, voilà, si sur l'effet d'annonce dont vous parlez, si le marché se réajuste de plus 30, on n'ira jamais jusqu'au bout. On verra plus assez de valeur à rester dans le titre pendant 2 ans pour aller chercher les 5-10% qui manquent. On estime aujourd'hui que la décote est tellement grosse que voilà, comme vous dites, un simple effet d'annonce qui viendrait un petit peu la réduire nous suffirait et on sortirait. ok, d'accord. Donc vous pensez aujourd'hui que le marché n'a pas conscience de cette mise sur le marché, c'est ça? C'est ça votre Oui. thèse d'investissement essentielle? Alors, oui, voilà, D'accord. soit ils n'en ont pas conscience, soit c'est un petit peu trop loin pour eux et nous on préfère rentrer dedans tout de suite et un petit peu prendre de l'avance. Ouais. Et ça me permet de transitionner vers justement cette vision plus large et vers les dossiers que nous, on aime bien chez Monocle. C'est donc des dossiers qui, comme Franck et comme Pierre, vous l'avez très bien expliqué, qui ont un peu cette espèce de, je dirais, de double, de double, euh, de double pilier, avec une valorisation qui nous semble aujourd'hui sur les fondamentaux de la société abordable, sur laquelle on est peu de risques, et en face de ça, un catalyste qui n'est pas forcément vu ou bien perçu par le marché, qui je dirais, tire notre vision que le cours de l'action est une possibilité d'appréciation à moyen terme. Donc, on a bien, voilà, une thèse value forte et en face de ça, un catalyste qui puisse tirer le stock price en plus de la valorisation pure de la boîte. Ok, parfait. J'avais une dernière question, moi, dans la liste de questions. Oui, les indicateurs, donc peu chillers, donc c'est peut-être que vous le disiez, mais pas que, vous le regardez, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous prenez des positions de couverture type short, achat de put, or, minière, métaux précieux, etc. Est-ce que c'est des actifs que vous regardez ou seulement vous, votre côté sécurité, je me protège du marché, c'est la partie cash que vous détenez? Non, non, c'est vrai qu'on a eu pendant très longtemps des shorts sur le marché, sur le Nasdaq en l'occurrence, qui nous ont pas mal rapporté et soutenu en 2022. On a eu aussi des puts par le passé. On est aussi en train d'envisager potentiellement d'utiliser à nouveau ces produits dans un avenir assez proche. Pour ce qui est des minières, on a été exposé à Barrick Gold dans le passé. C'est une société qu'on suit encore beaucoup aujourd'hui. On développe pas mal notre connaissance sur ce secteur-là, notamment en ce moment-là, où on travaille sur le sujet des minières. Alors, on ira sur les minières, c'est clair qu'on ira dessus uniquement si on a une grande confiance aussi en le prix de la matière première sous-jacente. Aujourd'hui, sur l'or qui est assez cher et qui est même très cher ajusté de l'inflation. Voilà, on pense que niveau timing, il y a encore un petit peu de marge, mais c'est des actifs Donc, sur lesquels on peut rentrer. ouais, donc ça serait un achat, ça serait vraiment du stock picking, donc titre par titre, ou ça serait se dire, j'achète par exemple Barrick Gold pour m'exposer indirectement à une revalorisation de l'or et donc des free cash flow générés par les mines d'or.
Alors, ce serait double. Ce serait double dans le sens où, sur les métaux précieux, nous, on a pas mal travaillé sur des dossiers comme ArcelorMittal ou sur d'autres minières. On a vu que les matières premières étaient un secteur assez, évidemment volatile, surtout en ce moment, mais aussi assez risqué. Donc, à mon avis, si on rentre sur Barrick, ça va être exactement comme le cas il y a 2 ans. Il nous faudra une double thèse. Une sur la matière première, mais aussi une au niveau micro, avec des sous-jacents de valorisation qui nous confortent et potentiellement une fois de plus des catalystes. Donc, je dirais donc c'est plutôt le sous-jacent, pas forcément l'or qui vous intéresse. C'est le sous-jacent, la matière première sous-jacente. Ok. Voilà, et la société, tout à fait. D'accord. Peut-être on peut passer aux questions suivantes. Il y a plusieurs questions. Je vais tout de suite les enchaîner parce qu'on a déjà parlé. Prenez-vous en compte les secteurs d'activité dans votre location d'actifs? Donc on sait que non, vous êtes opportuniste et vous sélectionnez déjà, vous avez déjà des secteurs que vous excluez, etc. Quelle est votre définition de value? Bah, ça répond peut-être à la question qu'on avait tout à l'heure. Enfin, value, tout le monde fait du value. Tout est value pour tout le monde. Peut-être qu'on va retourner. Et quel conseil donneriez-vous à un débutant? Si encore on peut donner des conseils, il faudrait voir avec le disclaimer. Je pense que c'est un investisseur débutant en action pour préciser la question. Donc sur cette notion un petit peu de value, on a vu un petit peu tout à l'heure, vous avez une définition, c'est plutôt 80-100, donc acheter une décote qui va vous permettre de générer 20%, quel que soit un peu le type d'action. C'est un peu ça votre approche, vous considérez comme value. Donc c'est ça où vous l'opposez à la croissance. Et sur le conseil, alors dans ce cas-là, c'est très très large comme question. Je sais Large, pas si c'est une idée, acheter du fonds Monocle. Exactement. Voilà. Ça c'est un excellent conseil. Non, je pense beaucoup. Oui, tout dépend débutant avec quels objectifs, quoi. Est-ce que c'est une petite poche de présence sur les marchés pour se former, ou est-ce que c'est justement dans la vision de construire un patrimoine? Voilà, je pense que c'est très large comme conseil, mais je pense que le premier, c'est de s'assurer qu'on met en place une stratégie qui répond bien à un besoin particulier, donc de bien avoir en tête cette notion que tout le monde connaît dans la finance, mais qui est importante de rappeler, de couple rendement-risque, quoi. Pas pareil de jouer du spiel avec une poche de 1 000 euros si on veut un peu s'amuser que d'essayer de se constituer un patrimoine financier. Et je rappelle pour les auditeurs, c'est que vous avez quand même un biais spécifique parce que vous avez votre propre patrimoine à gérer. Donc, c'est plutôt cette notion de préservation de capital. Et vous n'êtes pas en train d'essayer de faire une accumulation avec une prise de risque démesurée. Donc, pour ça, c'était pour répondre à la question de Vice 36. Tout à fait. Autre question de Phallus, pourquoi laisser 50% sur les taux? Je crois que ça va être assez simple à répondre parce que c'est d'un point de vue réglementaire, c'est votre fonds qui est comme ça, c'est 50% taux. Non, c'est. Non, c'est pourquoi laisser. C'est max 49 equity, donc tout le reste en position de taux. Aujourd'hui, donc on a même un peu plus que ça. Et donc, ça, c'était pour le point que je ramenais un peu au préalable, à savoir, donc, nous, on considère que notre position en taux, on a une portion qui est donc allouée dans des obligations d'entreprise, ce qui, aujourd'hui, donc, est une classe d'actifs qui commence à avoir du sens en termes de rendement. Donc, on a à peu près une quinzaine de pourcents du fonds positionné sur cette poche. Et donc, tout le reste qui sont nos fameuses réserves dans lesquelles on peut aller piocher, soit pour réallouer sur de l'obligataire plus risqué quand on estime que justement le rendement risque est intéressant, soit sur de l'equity quand on verra de nouvelles opportunités ou des valos qui nous plaisent. Finalement, c'était déjà répondu dans les précédentes questions. Après, il y a une question plus sur le fondateur, donc je pense que c'est votre père. Peut-on savoir plus sur le parcours du fondateur? Il est noté que le fonds a été créé pour gérer la fortune de Charles Monod. Ce serait intéressant de connaître son expérience passée, secteur, etc. Bon, peut-être qu'on a un petit peu parlé rapidement, mais si vous voulez, vous avez des détails un peu sympas, un peu atypiques. Dans les très grandes lignes, donc il a fondé, donc en fait, alors au tout début, la société c'était un family office qui s'appelait Iceberg Finance. Au début, c'était ce qu'on appelle un single family office, donc justement pour gérer notre patrimoine familial personnel, qui petit à petit est devenu ce qu'on appelle un multi-family office. Donc voilà, il y a de nouveaux clients sont venus se greffer, et donc on a transité de cette activité de multi-family office vers celui de société de gestion, pour donc ne garder que la partie gestion d'actifs et plus tous les autres services que peuvent offrir justement des family office. Et donc lui, à titre personnel, avant donc de lancer justement cette société et donc à l'origine ce single family office, il travaillait donc effectivement en banque d'investissement sur le secteur des options de change. Peut-être des noms qui vous parleront, je ne sais pas, Smith Barnett et PenWeber.
c'est ensuite des marques qui ont été rachetées par des banques, là je suis sûr que vous connaîtrez, JP Morgan, Morgan Stanley, etc., au moment de la grande consolidation des bancaires dans les années 2000. Et après ça, donc, il a fondé au début une société en fait, qui vendait des logiciels de pricing d'options que les banques achetaient voilà, pour leur salle des marchés. Et du coup, après, on arrive à l'époque où donc, il a lancé ce Single Family Office pour gérer ses encours. Donc en fait, dans la famille, vous avez quand même un historique dans la finance de marché. Même si c'est pas directement de la gestion de fonds, vous avez quand même une expérience de marché sur les marchés financiers. Exactement. Oui, bah oui, il s'est pas lancé dans ça après avoir eu l'idée de monter une pizzeria. Peut-être qu'il aurait il aurait fait plus de mal. Ok. Après, il y a une question de Carango, mais ça revient un petit peu sur les autres questions. Pourquoi avoir un pied grosse capitalisation alors qu'un professionnel possède un avantage compétitif dans le monde amateur des petites capitalisations, etc. Plus l'entreprise est importante, plus elle me semble difficile à analyser, même pour un pro sur une société comme Meta, combien de jours par an sont consacrés à l'étude de l'entreprise de ces marchés. Bon, je pense qu'on a un peu répondu précédemment à ces questions. C'est que vous avez une vision un petit peu contre le consensus et vous essayez d'être opportuniste même sur les big caps. Si ça résume un petit peu votre point de vue, hein. C'est vrai qu'on comprendra jamais, on n'aura jamais, et personne d'ailleurs n'aura une compréhension complète d'une big cap comparée à une small cap française. Ça, je rejoins tout à fait la question de l'éditeur. Cependant, nous, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on essaie de creuser les sujets, mais surtout creuser des thèses qui soutiennent un petit peu notre investissement. Ça veut dire pas forcément connaître la totalité du conglomérat LVMH, mais d'avoir au moins une thèse sur les marques principales et ensuite quelques réducteurs de risque, entre guillemets. C'est comme ça qu'on fonctionne sur les grosses caps. Et pour le nombre de jours passés par an sur les études de l'entreprise, le travail des gérants donc de Charles, Mimosa et moi, c'est de passer la quasi-totalité de notre temps en fait, sur l'étude de boîtes en portefeuille. Donc, voilà. Et ça peut être toujours une question, c'est de louper, et qui revient aussi en récurrence, c'est pas de position des small cap françaises. Donc, est-ce que vous avez des positions des small cap françaises? Et sinon, pourquoi? Oui, alors c'est vrai que des fois, on voit des très belles petites pépites qui sont sous nos critères de taille. Donc ça, c'est assez on va dire dur à constater, mais c'est comme ça. Pour autant, on est capable de rentrer dans des sociétés qui ne sont pas non plus des big cap. Hein. Nos principales lignes sont dans des big cap. On a toujours quelques petits paris sur des small et mid cap. Aujourd'hui, en France, on est dans GTT. Elle a doublé de taille depuis Russie-Ukraine. Mais on était dedans avant le conflit russo-ukrainien. À 60, c'était une boîte magnifique. On a rencontré les dirigeants, on est allé sur place pour les rencontrer, nous expliquer un peu le business. On avait une thèse très solide dessus. Donc voilà, c'est une mid-cap française. Les small, il est vrai qu'on peut rater, mais à ma foi, c'est nos critères de liquidité qui nous l'imposent. D'accord, ok. Donc vous mettez un critère sur la taille, sur une capi de combien, à peu près, ou de flottant de liquidité? En fait, c'est sur les volumes. Ce qu'on veut, c'est pouvoir passer en une journée, comme vous l'a dit Max. Donc aujourd'hui, globalement, ça veut dire que nos petites lignes qui sont à peu près à 2% du portefeuille, il faut au moins qu'il y ait 2 millions d'euros, même plus, plutôt 3 d'ailleurs, millions d'euros échangés par jour sur cette ligne. Ok. Et on avait échangé un petit peu avec Maximilien avant l'échange. Des fois, vous prenez des toutes petites positions, si j'ai bien compris, inférieures à 2% sur des dossiers plus petits. Est-ce que vous avez des exemples peut-être à donner qui sont peut-être intéressants aujourd'hui pour les auditeurs il y en a beaucoup parmi les deux bases qui sont friands de ce genre de valeur moins suivi par les analystes? Alors là, on en a une actuellement là, qui a 0,5% de nos portefeuilles qui colle bien à cette catégorie. Ça s'appelle Trilogy Metals. Donc là, on est sur le secteur minier dont on parlait tout à l'heure. Ce pari-là, donc ça c'est, il me semble que c'est Mimosa qui a déniché cette société. Donc fondée par deux anciens de Ivanhoe Mines qui sont la première ligne de Ervalor, donc une société minière qui a fait une très grande réussite, cours boursier, magnifique parcours. Donc là, on est sur des sociétés minières très early stage, c'est-à-dire presque sur de la prospection. C'est des sociétés qui sont encore en train de faire des carottes, qui sont en train encore de pouvoir mesurer. Ok, sur l'exploration, alors, avec tout le risque d'exécution, etc., de forage et tout. Exactement. Et nous, on a estimé avec les recherches lues par Mimosa, avec la qualité du management actuel, que le pari à ce prix-là était très intéressant. Et que, voilà. Par contre, quelle entreprise? Est-ce que vous pourriez la taper peut-être, parce que c'est pas forcément évident d'avoir exactement le... Et c'est quelle matière première, quel pays, et quel flottant à peu près pour avoir, et quelle position de cash avec un horizon d'ouverture de la mine ou des mines d'ici combien de temps pour avoir à peu près une petite idée?
Alors, c'est une société qui fait, donc nous on est rentré à peu près 60 centimes l'action. Trilogy, c'est une très très grosse focus sur le cuivre. Ce sera le métal principal sorti sur les mines actuelles. Il y a du zinc dans leurs mines, il y a de l'or aussi, mais en tout cas la majorité de ce qui compte sortir sera du cuivre. Il y a aussi un peu d'argent, c'est un truc assez complet, hein. Les pays actuels, donc là, bon, c'est sur ce type de petite capi, forcément, ça va être des dossiers qui seront pas du tout diversifiés. Donc, je vous invite, je peux vous mettre, si vous voulez, le lien de leur Investor Relation. Je ne sais pas si elle est publique, mais enfin, si, elle doit l'être d'ailleurs. Ça, je peux vous l'envoyer, comme ça, il y a des détails assez intéressants dessus. On a des membres du forum, notamment Kabango, qui est spécialisé sur les matières premières. Et nous, c'est vrai que sur les mines et même sur tout ce qui est projet, on regarde beaucoup le risque politique. Parce que Ok. il y a déjà beaucoup de paramètres à gérer sur les matières premières, que ce Ah soit oui, tout à fait. l'exécution, que ce soit les découvertes, les forages, etc. Donc, si en plus on s'ajoute une difficulté sur le pays, il faut avoir une certaine confiance. Donc, généralement, en dehors de Australie, Canada, Là, États-Unis, ouais, un là, petit peu c'est Amérique du l'Alaska, Sud, là. Mais, ouais, Alaska, ok, d'accord. c'est Ok, donc là, l'Alaska, il ouais. va y avoir Ouais. une problématique infrastructure, etc. À mettre en Exactement, place, je exactement. En fait, il y pense. a des très gros Le coûts en grand fait, qui froid sont et tout. déjà dans le grand froid et des très gros coûts qui sont prévus aussi, potentiellement, ne serait-ce que pour l'accès, qui est du coup beaucoup plus compliqué que dans d'autres pays, ça c'est sûr. Ok, Ouais. donc il va y avoir une petite problématique pour lever des fonds de capital, pour trouver des investisseurs, pour être. Ok, Absolument. ok, parfait. Absolument. On va passer peut-être aux questions suivantes. Vous avez indiqué en novembre avoir cédé votre ligne Intel afin de racheter ces mêmes titres plus bas dans les jours, semaines qui suivent, car l'enjeu stratégique des semis pour les US ainsi que le CHIPS Act peuvent être des catalyseurs pour le titre. Votre thèse d'investissement à ce jour est-elle encore la même? Alors, Intel, c'est un dossier sur lequel on s'est fait un petit peu mal. Bon, on a réussi à limiter le risque, hein, mais sur un dossier sur lequel on s'est un peu fait mal. On est rentré donc il y a assez longtemps, hein, sur le titre, sur une société qu'on avait, en tout cas, on l'a catégorisé comme un blue chip sur une activité assez solide. La décélération, les problèmes internes, la décélération du business nous est un petit peu tombé dessus sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte. Bon, on a réussi évidemment à limiter la casse, et tant mieux. Depuis, Pat Gelsinger est arrivé avec une vision assez long terme. Le Chip Act est passé aux US. Donc, notre thèse à long terme n'a absolument pas changé et a même été plutôt confortée d'ailleurs sur le fait que Intel en 2026-27 sera, selon nous, un des acteurs majeurs des semi-conducteurs et devrait avoir une part du business assez conséquente, notamment aux US et en Europe. On voit les investissements actuels qui sont assez intéressants à voir. Cependant, on est sorti. Pourquoi? Parce qu'à court terme, c'est un peu comme sur Meta, c'est-à-dire qu'à court terme, on voit que les réactions de marché peuvent être assez violentes sur des titres qui font un petit peu des pivots en termes de CAPEX notamment. Intel a été une boîte très bien gérée jusque 2015-2016. La suite, ça a été une société qui investissait très très peu de CAPEX, donc qui n'investissait pas dans son avenir. Évidemment, là, vous avez la sanction immédiate à partir de 2021-2022. Voilà. Pat Gelsinger vient dans l'aventure, décide de réinvestir, donc de réallouer beaucoup de CAPEX. Ça fait très peu remarcher qui sort du titre. Bon, à long terme, on pense que c'est bénéfique. À court terme, on préfère rester assez éloigné de la valeur. Ok. Et puis Intel aussi, il faut préciser que c'est très exposé aux ordinateurs personnels, sauf si je dis des bêtises. Absolument. Donc là, il y a eu la Absolument. petite euphorie, j'achète du matériel, coronavirus, je suis bloqué chez moi, télétravail. Peut-être que là, il y a eu un petit creux, il y a un creux à passer peut-être pour ça. Bon, c'est des sociétés cycliques, hein, tout bien par définition. Ça répond à la Absolument. question aussi sur Pat Gelsinger, sur le management. Alors, est-ce que vous faites une analyse du management? Des choses qui sont très compliquées. Moi, je sais que personnellement, je le fais pas, mais parce que je considère que c'est plein de biais et que de toute manière, on voit les bons managers dans les chiffres. Et après, c'est ma vision quantitative. Et vous, est-ce que vous avez des inputs sur le management? Comment vous mettez ça dans des modèles? Ou est-ce que des fois, il y a un management qui change, un tel qui arrive? Je sais pas, c'est un game changer pour vous? C'est vrai que c'est une variable très, très dure à analyser parce qu'elle n'est pas quantitative. Par contre, c'est vrai que nous, on y attache une grande importance et on va plutôt se servir de faisceau d'indices, entre guillemets. On s'intéresse beaucoup à la rémunération et à l'incentive des dirigeants. Est-ce qu'ils sont vraiment alignés avec nous ou pas? Donc là, on regarde un petit peu la structure de leur salaire, le fixe, le variable et surtout quels sont les critères qui permettent de débloquer le variable. J'ai un exemple assez intéressant sur Orpea actuellement, où on voit que le nouveau PDG, son variable est alloué à 40% sur des critères ESG, donc surtout sur du social en l'occurrence, à 30% sur des critères qualitatifs, voilà, de gérance qualitatif, et à 30% sur des critères financiers. Là-dessus, par exemple, si on avait dû songer à investir en equity, donc en action sur Orpea, je pense que ça aurait été un argument plutôt négatif pour nous.
Donc, on regarde ça. Ok, en dehors du contexte actuel, etc. C'est juste pour donner un exemple. Ok. Bien sûr, en dehors du contexte actuel, parce que là, en equity, il vaut mieux pas y aller, mais oui, tout à fait. On regarde aussi d'autres points. Donc, on regarde évidemment le background des dirigeants. Pour des sociétés blue chip, on attend à ce qu'il y ait une structure un petit peu dans le parcours. Donc, on veut évidemment des gens qui soient passés dans des grandes sociétés, qui aient fait preuve de structuration et de management. Pour des sociétés comme Trilogy Metals, là, on attend quelque chose d'autre. On attend des gens qui soient bons, justement, qui aient du talent. Donc là, nous, ce qui nous a conforté dans Trilogy Metals, c'est l'expérience Ivanhoe Mines. Donc ça nous soutient. On écoute beaucoup de dirigeants, sur les calls, sur la façon dont ils se comportent, sur la transparence de leur information. Faisceau d'indices, après, je vous rejoins. C'est pas vraiment une science, donc il faut être vigilant, mais on peut pas non plus en avoir une vérité. Ok, donc vous essayez d'objectiver un petit peu cette valorisation de management du smile. Ok, j'ai bien compris. Juste pour les auditeurs, Trilogy Metals, c'est une boîte qui est cotée, si je dis pas de bêtises, sur le NYSE, et ça s'écrit comme ça. Là. Ok. Je sais pas si Marc peut me mettre dans le chat. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. C'est juste une idée, c'est une action que vous avez achetée pour le fond. Question bonus, c'est un peu la question pour rigoler. Pourquoi un monocle et pas une vraie paire de lunettes? Que fait votre œil gauche quand le droit regarde le marché? C'est plus sur le logo de monocle. On a une bonne réponse à ça, je pense, c'est qu'on va lancer un fonds pur equity qui va s'appeler Binocle. Donc, exactement. Le monocle et les lunettes. Pour les lunettes. Non, monocle. C'est une blague ou non, c'est vrai. Non, c'est vrai. On est dans. Ah, ok, d'accord. Ça devrait être live d'ici l'été. Et pourquoi monocle? Parce que notre slogan, donc vous l'avez compris, c'est un peu notre ADN. Ce qu'on aime bien faire, c'est parce que notre slogan, c'est We Look Closer. Alors, on aime bien aller regarder un peu dans le fond de nos dossiers et les creuser. Donc d'où l'idée de monocle avec l'effet loupe. Exactement. Ok. Parfait. Moi, je pense que j'ai plus de questions. On a fait le tour. Si, j'avais Double Lynch qui posait une question. Pour 2023, vous envisagez de réduire votre exposition aux obligations et vous avez récemment clôturé votre position de couverture Nasdaq. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ces changements auront-ils une incidence sur la concentration de votre poche action? Donc, vous avez dit que là, vous êtes monté en puissance par rapport à fin 2022 sur la poche action, c'est ça? Vous avez clôturé la couverture pour justement augmenter la position en parallèle? Alors, c'était plutôt en fait dans l'autre sens. On avait plutôt en fait en fait, quand tout à l'heure Pierre parlait de l'exposition, donc à 10%, il parlait de l'exposition nette, donc savoir celle qui intégrait, qui était nette des couvertures. Et en fait, on a cédé quelques-unes de nos lignes avec justement du profit. Et donc, la baisse de cette expo longue a fait qu'on l'a compensé en vendant. Donc, en fait, on en a profité pour déboucler nos positions de couverture sans pour autant vraiment drastiquement remonter notre exposition en risque. Donc, c'est de là que vient le débouclage des shorts. Okay. Et la dernière question, c'est que vous avez évoqué dans un des derniers billets votre désir de privilégier les dossiers quantitatifs aux dossiers qualitatifs pour ces prochains mois. Quels sont les critères de ces dossiers quantitatifs? Un ou deux exemples de valeurs à dévoiler éventuellement. Merci. Alors, je pense que sur le compte, Pierre, après, je te laisserai compléter avec les vues micro. Mais en fait, c'est quantitatif. Je pense que c'est pas forcément le bon adjectif. Peut-être qu'on l'a pas utilisé à bon escient. Donc, c'est bien, ça permet de clarifier. En fait, c'est plutôt justement notre vision sur des catalystes qui ici est assez forte. Pourquoi? Et je l'explique assez rapidement. On le voit notamment depuis un mois. C'est des marchés qui réagissent très fort, très vite. Pas forcément, en tout cas selon nos critères, sur du fondamental. Nous, on l'a vu, c'est vrai que les earnings, ils avaient un peu à boire et à manger, mais il n'y a rien qui nous a vraiment ébloui en termes de bonnes nouvelles. Sur la macro, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les discours des banques centrales étaient, en tout cas à notre sens, beaucoup plus durs et du moins pas aussi optimiste que ce qu'on priceait des marchés. Donc, on est dans des marchés qui fonctionnent beaucoup sur du comportemental, beaucoup sur du sentimental. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est en fait une espèce de hedge contre ces mouvements très erratiques. Et ces hedges, dans notre vue très micro, justement, dossier par dossier, ce sont ces catalystes. Donc, la notion un peu de quantitatif, elle s'inscrit dans cette philosophie, justement, d'essayer de trouver des dossiers qui, voilà, effectivement, cette notion de valorisation abordable à nos yeux, et en plus, un espèce de facteur exogène qui peut driver le stock price, qui ne soit pas justement sensible à toute cette espèce de bruit sentimental qui anime beaucoup les marchés depuis quelques mois.
Bah, si Et on a en... fait, si moi j'ai voulu qu'on puisse échanger d'ailleurs avec vous, Monocle, la semaine dernière, parce que j'aime bien votre approche un peu en dehors des sentiers battus et qui est justement qui sort un peu du consensus et qui évite un peu les dossiers à la mode. Est-ce que dans cette approche, vous avez présenté tout à l'heure Volkswagen, qui répondait à ces critères-là de recherche de catalystes qui ne sont pas forcément passés par le marché. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à présenter qui aujourd'hui sont intéressants, que vous avez en Ouais, portefeuille? Ou bien peut-être sûr. Bah, aussi, après, par la suite, peut-être donner vos 5 premières positions actuelles, comme ça donne déjà un ordre d'idée de vos convictions, bien entre sûr, guillemets, et ouais. après aux auditeurs de fouiller si ça les intéresse. Voilà, juste pour rappel, les 5 plus grosses positions. Aujourd'hui, on a Volkswagen qui est la plus grosse, c'est 6%. Notre deuxième plus grosse, c'est donc Activision dont on parlait tout à l'heure, qui est à 3,5%. Ok. On a Pfizer à 3,4%. Et ensuite, on a une ligne à 2,8, c'est BASF. Et BioNTech à 2,2. Et donc, pour rebondir sur ce type de ligne dont on parle, je pense qu'on peut citer notamment BioNTech d'ailleurs à ce sujet-là. BioNTech, nous, on a une très grosse, on a une vue assez bullish là-dessus quand même sur BioNTech. On estime que la valeur actuelle est assez intéressante. 20 milliards de cash au bilan pour 35 milliards de capitalisation boursière. Un très gros catalyste, pour rejoindre un petit peu cette vue catalyste, au fin de H1 2023. Avec la sortie des résultats donc des phases 3, des résultats du vaccin qui serait Covid combiné flux. Là, on estime que ça peut être quelque chose qui peut assez positivement surprendre le marché. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un vaccin récurrent qu'on prendra un peu comme la grippe tous les ans, c'est En ça? fait, c'est ça, c'est une combinaison qui Je fait suis pas Covid plus spécialiste, hein, grippe. c'est pour ça. Ouais, c'est ça D'accord, en ok. Ah, fait, j'avais pas entendu, ok. qui est en train d'être monté par Pfizer et BioNTech et qui serait, selon les estimations des experts, assez largement utilisé de 1 et toujours sur une fréquence annuelle. Donc ça vous offre une récurrence de chiffre d'affaires jusqu'à... Potentiellement. Pardon. Et aujourd'hui, là, vous avez dit que c'était une VE de 15 milliards, c'est ça? 30 moins 15, non, 30 moins 20? Et ben c'est ça. Non, En fait, il y a 20 milliards de cash. Enfin, il y a 13 milliards de cash, mais il y a 7 milliards de receivables qui sont en fait du cash attendu par Pfizer. Vous Ouais. savez que Pfizer Ok, vend d'accord. il rend tout de suite Et donc, 50% de vous chiffre d'affaires. estimez les bénéfices potentiels ou à terme avec, parce qu'il faut quand même avoir un multiple de bénéfices ou un objectif de cours pour donner un petit peu une cherté ou Bah, pas à l'action. ouais. C'est vrai que c'est un dossier assez volatile et dans lequel, du coup, nous, on va attendre quand même un return assez important. Nous, voilà, on sortira pas de BioNTech, sauf si la thèse change, hein, avant 200 Ah de bon, stock non, mais price, je veux avant dire, 200 $. vous attendez quoi comme bénéfice de l'entreprise, pas vous en tant Ah, de l'entreprise, qu'investisseur, mais pardon. vous pensez Ok, j'avais compris. quelle est sa capacité bénéficiaire à moyen terme, parce que je ne connais pas du tout l'entreprise et ce qu'elle génère aujourd'hui. Ouais, enfin, alors là, du coup, BioNTech, bon, on passe d'une situation où il y avait 20 milliards de chiffre d'affaires, évidemment, poussé par toutes les commandes de Covid, et 7 milliards de bénéfices nets, à une situation 2023 et après qui sera 5 milliards de chiffre d'affaires et à peu près 2 milliards de bénéfices nets. C'est évidemment un gros drop parce qu'on change un petit peu de paradigme. Tout le monde a commandé une tonne et maintenant, ça va être un marché privé avec beaucoup moins de volume. Donc ça, par contre, ce sera un chiffre d'affaires assez récurrent jusqu'à 2030. Le deuxième point, c'est ce nouveau vaccin qui peut entrer en jeu, qui peut rapporter une part substantielle de chiffre d'affaires en plus. Là-dessus, les estimations sont très difficiles à fixer parce qu'il y a déjà une très grosse inconnue, c'est la part qui va revenir à BioNTech. C'est un projet, comme je vous l'ai dit, qui est commun avec Pfizer. Pfizer a déjà un vaccin contre la grippe et apporte son expertise. Donc, on ne sait pas encore le pourcentage exact que va recevoir BioNTech des ventes de ce vaccin. Et la thèse à long terme, qui nous plaît un petit peu plus, c'est évidemment le binôme Ugur Sahin et sa femme, comme les CEO et comme fondateurs de la boîte, qui, eux, ont une très grande expertise sur les vaccins contre le cancer. Très long terme, évidemment. On attend à ce que les premiers produits soient potentiellement vendables en 2030. Mais ça, pour nous, ça pourrait être game changer. Donc, quand je dis game changer, ça veut dire potentiellement aussi gros, voire plus, que ce qui s'est passé en 2021-2022. Ok, donc on achète un peu une récurrence, un petit catalyseur, enfin un gros catalyseur sur les prochains mois, avec peut-être le vaccin grippe, coronavirus combiné, si je C'est comprends ça. bien, et puis après tout le pipe de produits derrière. Donc en fait, on achète, c'est ce que j'appelle des signes noirs positifs, on s'expose à des potentielles très bonnes nouvelles et des grosses réactions, mais pour pas trop cher. Et juste, Exactement. justement, vous avez parlé du management, là, ce sont qui sont assez connus justement en Allemagne. Enfin, moi, je suis en Allemagne, c'est assez connu. Est-ce que vous avez vérifié la structure, comment eux vont être rémunérés, quelle est leur part du capital? Est-ce qu'ils ont des options ou des choses qui vont les incentiver pour créer de la valeur? C'est comme vous en parliez tout à l'heure. Après, Absolument. peut-être que vous n'avez Donc pas la réponse ça, tout de suite, mais est-ce que... ouais, mais je dois pouvoir trouver parce que ça, c'est Mimosa qui a dû remplir le fichier en question, donc je vais pouvoir le trouver. Mais oui, c'est quelque chose qui est passé sous nos radars et ça a été l'alignement des intérêts des deux CEO a été un argument positif pour nous. Je ne sais pas si vous avez du coup le temps que
que je cherche cette information pour vous donner Ok, l'exactitude du point, mais ou peut-être que si Miles Crimier a une autre idée à nous présenter qui est un petit peu ouais, actuelle, un peu je sympa, cherche. qui peut Mm. intéresser En les termes de, auditeurs. en termes de ligne, donc là, on a fait BioNTech, on a fait Volkswagen. Qu'est-ce qu'on peut. On a vu un petit peu Activision. Il y avait une question, j'ai vu dans le chat sur Atos. Vous avez une exposition à Atos encore? On avait une exposition en dette à Atos Ouais, qu'on a sorti là. Donc, D'accord, le cas était pas du tout sur l'equity. ouais. d'accord. Néanmoins, en fait, les deux sont liés parce qu'en fait, le rendement et le prix de l'obligation nous ont semblé attractifs justement parce que le prix du bond en fait, a beaucoup corrélé avec celui du stock, justement lorsqu'il y a eu tous ces sujets donc, de scission d'activité qu'on ait l'action en bas. Et donc à ce niveau-là, c'est vrai que l'obligation nous a semblé être intéressante parce que autant donc on n'était pas du tout, je dirais, enclin à aller se positionner sur l'action justement vis-à-vis des chiffres L'actualité. opérationnels de la société. Ouais. Par contre, en termes de risque de crédit, c'était très différent à nos yeux. Nous, on voyait très mal une boîte comme Atos qui est très stratégique en termes d'activité et qui couvrait quand même correctement sa dette faire défaut. Et ça, je pense que ça me permet de transitionner justement vers notre vision Et un peu. juste pour avoir un exemple, le PER, vous l'avez eu à combien? Vous avez pu, ou jusqu'à combien les marchés étaient excessifs On sur les a achetés de l'obligation? mémoire vers 70, j'ai ça en tête. Et c'était Ouais, à Ok, l'époque tout à fait. Ouais, un yield de 15-16. c'est ça. ok, Donc d'accord. c'était un beau repricing sur le crédit. Et ça, justement, c'est ce qu'on On essaie a de gagné faire. 15%, ouais, capital. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire en fait en termes de dossiers justement obligataires. Quand je parlais tout à l'heure de notre poche de crédit d'entreprise, dans les grandes lignes, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de prendre du risque de taux, ce que font la plupart des fonds qui aujourd'hui sont positionnés sur l'obligataire. C'est vraiment d'aller chercher en fait des anomalies, du moins à nos yeux, de pricing du risque de crédit par le marché. C'est-à-dire des titres obligataires sur lesquels le marché justement a des vues très négatives et sur lesquels nous, on n'est pas aussi pessimiste. Ce qui fait qu'en général, il y a une distorsion justement entre le prix des Ouais. obligations et le rendement qu'elles offrent et la qualité intrinsèque du bilan de la société. Donc tout ça, c'est Après, des aspects qu'on aime bien. les marchés obligataires sont intéressants, mais c'est vrai que pour les particuliers, c'est un marché qui est peu accessible parce que le nominal est Ouais. souvent très important. Donc là, j'imagine que ça doit être du 200 000, 300 000 euros, je sais pas. Mais 600 000, je crois, mais ouais, c'est très gros. Ouais. Ouais. Mm. ouais, donc c'est compliqué pour un particulier. D'aller Mais trader. ouais, je comprends la logique. On n'est Et pas tiens, du tout justement dans la logique d'un. Il y a beaucoup aujourd'hui, ça se développe beaucoup, des notions de fonds datés qui ont des maturités très particulières, etc. Nous, on est assez loin de ces critères-là. On essaie vraiment d'aller chercher du rendement lorsqu'il existe justement pour des vues micro sur les sociétés plus que justement les grandes tendances de taux macro. je comprends rien. Là, c'est Pierre, vous avez peut-être trouvé Oui, absolument. Donc, nous, on a noté dans nos notes sur sur BioNTech, c'est ça, Ugur avoir Sahin, donc plus d'éléments. fondateur, dirigeant. Nous, on a les points positifs qu'on a notés. On a noté 60%, donc ça, c'était sur la base du rapport 2021, vu que le 22 n'est pas encore sorti. 60% de la REM basé sur du share-based. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Ça veut dire que la très grande partie de la rémunération du dirigeant est basée du coup sur l'évolution de l'action BioNTech. Donc ça veut dire qu'on est aligné en termes d'intérêt. Une compensation fixe limitée, je vois qu'on avait écrit 360 000 euros. Ça, c'est plutôt positif aussi. On voit des CEO qui sont payés très très cher en fixe. Ça nous déplaît un peu. Voilà. Et nous, bon, en tout cas, la thèse principale sur la direction de BioNTech, c'est ce couple assez formidable qui travaillent ensemble depuis plus d'une vingtaine d'années, qui ont eu des idées brillantes et qui ont sorti ce vaccin Covid en quelques mois. Enfin, voilà. Donc, on les suit beaucoup. J'avais appuyé un peu sur le management parce que comme on en avait parlé tout à l'heure, c'était bien aussi de voir que justement dans votre analyse, vous aviez mis ce point en avant sur le fait qu'il y avait un alignement des intérêts des actionnaires minoritaires externes et du management qui est lui-même actionnaire. Ouais. Et là, juste un petit point sur BioNTech, ils ont fait, j'imagine qu'ils ont fait fortune avec le vaccin pour le coronavirus, BioNTech Pfizer. Est-ce qu'il n'y a pas un alignement qui est peut-être une incitation du management qui est moins fort? Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros. Peut-être que demain, gagner quelques millions d'euros en plus, ça ne sera pas le même impact. C'est vrai que ça peut être un risque, je vous rejoins assez là-dessus. Après, la vue qu'on a de Ugur Sahin et de sa femme, c'est qu'on est sur des profils assez atypiques en termes de passion. Hein. On voit que ça les transcende du tout. J'ai l'impression que l'argent, c'est secondaire pour eux. Et surtout, pour répondre à la question sur un point peut-être plus factuel, il faut savoir qu'avant de monter BioNTech, ils avaient monté une autre biotech qu'ils avaient cédé de mémoire pour plus d'1 milliard de dollars à un fonds japonais, j'ai ça en tête, donc c'était aux alentours de 2015.
avant de monter BioNTech. Donc, en fait, ils étaient Ok. déjà riches avant de monter BioNTech et avant d'avoir Ok. cet engouement. Donc, il n'y a pas que le moteur, il n'y a pas que le On voit moteur bien que financier. le moteur économique et financier n'est pas du tout ce qui les a drivés, en tout cas, pour monter BioNTech. Donc, on peut Ok. présager que Ok, c'est clair. bon pour la suite. Très clair. Je sais pas si on a d'autres questions, parce que moi j'ai fait le tour des questions, si on avait des questions sur lesquelles on n'a pas répondu. Ah oui, là je vois des questions. Quelle est la différence entre vos portefeuilles par A et par B? Ouais, alors ça, c'est tout. Alors, en fait, c'est pas des portefeuilles différents, c'est les parts du fonds, en fait. Donc, ce sont les parts dans lesquelles les clients doivent souscrire donc, pour rentrer dans le fonds. Elles sont juste différentes en termes donc, de frais et de taille minimale. La part A, c'est la part plus qu'on appelle institutionnelle chez nous. Donc, elle est à 100 000 euros de minimum et donc à 0,95% de frais de gestion. Et notre part B, c'est la part plus retail, celle qui est justement distribuée aux particuliers, qui elle est à 1 000 euros de minimum et à 1,50 de frais de gestion. Il faut savoir un point qui est important, mais qu'il faut rappeler, c'est donc que toutes les performances que vous avez d'afficher sont nettes de frais, bien évidemment. Ok. Vous n'avez pas retranché les frais en plus. Voilà, tout est net. Ok. Bon, ça, merci pour ce point technique. Et on avait parlé tout à l'heure, vous êtes uniquement européen, américain. Là, chez les Dovas, on est pas mal sur l'Asie, notamment le Japon. On avait déjà parlé, ou je sais plus, que vous êtes plus sur le Japon, vous y avez été. Pourquoi Ouais. vous n'y allez pas sur le Japon? Ou à la fois, il y a des cotes sur actifs, il y a les flux, et il y a aussi les normes comptables qui sont très proches des normes IFRS. C'est vrai. Contrainte, je dirais. C'est les horaires, c'est la simplicité. Je pense que c'est ça, hein. Surtout avec les ressources actuelles chez Monocle, c'est vrai que pour vous dire, on n'a pas un screening d'action japonais. C'est-à-dire qu'on connaît les grandes sociétés sur place, mais pour autant, on ne les suit pas en termes de valo, on ne les suit pas vraiment avec précision pour une question de ressources et pour une question de focus sur. Ok, d'accord. Et pour la petite blague, mais c'est quand même le cas, parce qu'on a fait un peu de Japon par l'époque. Après avoir traité, c'était il y a 5-6 ans de mémoire, des obligations de Mitsubishi à 3h du matin en pyjama, c'était rigolo, mais que c'était un peu compliqué à faire. Donc, voilà. Quand on aura une équipe Monocle au Japon. Non, mais je connais ça à titre personnel, mais Voilà. je considère que ça vaut le coup, mais ça peut, non, mais clairement. Mais bon, ça dépend du dévouement qu'on porte vraiment jusqu'au bout du bout à son métier. On a dit que ça, c'était la phase de tour. Je continue sur les questions, sur celles qui sont sur Livestream. Est-ce que cette approche prudente et value bien comprise vous empêche dans l'absolu d'introduire 1% de votre portefeuille en crypto en diversification marginale? Alors ça, celle-là, je l'ai vu dans les questions. Dans l'idée, ça ne l'empêcherait pas du tout, si ce n'est qu'on n'a aucune vue sur les cryptos. C'est pas une classe d'actifs sur laquelle on estime avoir de l'expertise. Ok, après, je comprends l'idée. Hein, pourquoi pas mettre 1%, se dire sur un effet spéculatif, ça fait un coup de x100, x200. Complètement. Dire, non, mais ça pourrait avoir du sens, mais j'ai envie de vous dire, en tout cas, dans notre vision et avec les capacités qu'on a, qu'on pense avoir du moins sur les cryptos, c'est-à-dire nul, ça aurait à peu près autant de sens de prendre 1% du fonds et de parier sur le match PSG-OM de mercredi. C'est vrai que c'est très loin de nos bases, on a peur de faire une bêtise. Ouais. Voilà, donc c'est pas du tout dans notre ADN. Ok, parfait. Je pense qu'on a bien fait le tour. Si vous voulez apporter d'autres choses. Écoutez, non, c'était très sympathique. C'était un plaisir. Mais on a tout dit, je pense, de notre côté aussi. Ok, parfait. C'était très sympa. Merci à tous pour vos questions. Merci pour votre disponibilité. Ça nous a permis de pouvoir voir qu'on pouvait faire du value aussi avec une certaine approche value sur des big caps en sortant un peu des sentiers là-dessus. Merci pour cet échange. Je vois qu'il y a encore peut-être des questions. Non, c'est juste pour des remerciements sur le chat. Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Donc, je pense le replay va tout de suite être disponible dès la fin, là. Exactement. Ouais, avec Maxime, je crois qu'il faut juste qu'il fasse un tout petit peu de montage, mais de toute façon, on le repostera après. Et puis, Franck, je pourrais vous l'envoyer, comme ça, il sera repostable sur tous les réseaux, etc. Parfait. Voilà. Et moi, j'essaierai de le rendre disponible à un maximum à tous les abonnés qui n'ont pas participé, qui n'ont pas la chance de se rendre disponible le vendredi après-midi et qui auraient bien voulu participer à ce webinaire. Malheureusement. J'espère qu'on pourra rééchanger prochainement. Si je vois que les abonnés ont bien aimé, qu'ils ont des questions, des choses un peu précises, c'est bien parce que vous faites des choses qui sont différentes des deux passes. Ça pourrait être sympa s'il y a des événements de marché, etc., de pouvoir échanger là-dessus. Avec grand plaisir. Et moi, je me permets juste aussi de vous le dire. Je crois que Franck, vous êtes abonné. Nous, on fait une newsletter qui est hebdomadaire, qui s'appelle Le Billet, et donc sur laquelle on reprend un peu justement toutes nos vues sur les marchés, sur des boîtes, sur notre positionnement. Donc, si l'échange vous a intéressé, il y a le lien sur le forum.
Parfait. Ah, ok, il y a Maxime qui précise que le replay sera disponible rapidement. Super. Merci Magnifique. beaucoup. Bonne Merci fin à tous. d'après-midi et à bientôt. Très Bonne bonne journée. Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.